Alors, ce qu'il y a de fascinant dans l'histoire du monde berbère, il faut parler de monde berbère, c'est à la fois son hétérogénéité et son unité. Hétérogénéité parce que ces berbères qui aujourd'hui vivent essentiellement soit dans des oasis sahariennes, soit dans des massifs, ont, par cette existence dans ces milieux isolés, vu leurs caractères identitaires fragmentés et amplifiés. Ceci permet de penser qu'à l'origine, les Berbères ressentaient une unité qui, aujourd'hui, a très largement disparu. L'unité qui est avant tout une unité linguistique et culturelle, parce que, au point de vue morphotypique, au point de vue type humain, il n'y a plus un type berbère. On ne peut pas dire qu'il existe un type berbère. Quand vous prenez le berbère du Rif, par exemple, il est profondément différent du berbère de l'anti-Atlas marocain, qui lui-même est souvent très différent du berbère du Haut-Atlas. Ne parlons pas du berbère des Kabylies. Il y a là des différences morphotypiques qui sont le produit très largement de l'histoire. Il est bien évident que les berbères du sud du Maroc, qui contrôlaient les pistes sahariennes et qui contrôlaient le commerce des esclaves avec l'Afrique de l'Ouest, se sont métissés. Tandis que les berbères de Kabylie ne se sont pas métissés. La Kabylie n'a jamais constitué un État, alors que les États berbères du Maroc ont constitué des empires. Ce qui fait que les uns sont restés presque homogènes au point de vue morphotypique, j'allais dire racial, tandis que les autres se sont mélangés. Or, le paradoxe est que dans les zones dans lesquels les berbères sont les plus nombreux, les plus puissants, comme au Maroc, ils ne présentent pas forcément le morphotype que l'on pourrait attendre d'une population berbère. Alors, quelle est l'origine de ces berbères? Eh bien, contrairement à bien des légendes, contrairement à une histoire qui est totalement dépassée aujourd'hui, contrairement à ce qui s'écrivait encore il y a une cinquantaine d'années, qui est hélas trop souvent repris par une littérature désuète ou de vulgarisation, les Berbères sont des Africains. Ce ne sont pas des Européens. Même s'ils sont blancs, ce ne sont pas des Européens. Les Berbères sont d'authentiques Africains. Et l'on connaît très bien leur origine. Les Berbères naissent d'une triple fragmentation qui se produit il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, en effet, environ 20 000 ans, dans une région comprise entre l'actuelle Érythrée et les hauts plateaux éthiopiens, dans cette zone à peu près, se produit au sein d'un groupe humain assez mal identifié une fragmentation en 3 grands groupes qui vont donner naissance à 3 rameaux linguistiques tout à fait importants au sein d'une même famille. Le rameau proto-sémitique, le rameau proto-égyptien et le rameau proto-berbère. Ces 3 rameaux appartiennent à une famille que les linguistes appellent la famille afrasienne. Famille que l'on désignait il y a encore une dizaine d'années sous le nom de afro-asiatique. L'on croyait encore, il y a une dizaine d'années, que ces populations étaient d'origine asiatique arabe, transplantées en Afrique. C'est le contraire. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit de populations africaines qui ont colonisé ensuite l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc, fragmentation qui se produit dans cette région comprise entre les hauteurs de l'Érythrée et le plateau éthiopien, qui se produit il y a 20 000 ans, et qui va donner naissance à 3 grands groupes. Un groupe qui va franchir la mer Rouge, et qui va donner naissance à toutes les langues sémitiques, l'arabe, l'hébreu, etc. Un groupe qui va remonter le long de la vallée du Nil, et qui va donner naissance aux proto-égyptiens, donc aux langues de l'Égypte ancienne, et le 3e groupe qui va partir à travers la partie nord-ouest du Sahara, qui va coloniser tout le nord du Sahara et toute l'Afrique du Nord, ce sont les proto-berbères, donc les ancêtres des berbères. Ils sont présents, ces proto-berbères, dans le sud de l'actuelle Tunisie, il y a 10 000 ans. Donc ils sont présents dans la région depuis 10 000 ans. Ils n'ont pas toujours été là, ils apparaissent il y a environ 10 000 ans. Et on les suit très bien par l'archéologie linguistique, et on les suit très bien également par l'archéologie, car ils sont porteurs d'une civilisation que l'on appelle la civilisation capsienne, de Gafsa en Tunisie, car c'est le site éponyme sur lequel a été décrite cette civilisation.
Et cette civilisation capsienne est tout à fait intéressante, car c'est une civilisation qui est porteuse de l'élevage. Et ces Capsiens, qui sont les proto-berbères, qui sont les ancêtres des berbères, n'arrivent pas dans un monde nord-saharien et nord-africain vide d'habitants. Il y a là des habitants qui sont connus par les préhistoriens sous le nom des Mechtoïdes, l'homme de Mechta el-Arbi, les Mechtoïdes, et ces Mechtoïdes vont être soit éliminés, soit absorbés par ces nouveaux venus. Ce qui fait que ces nouveaux venus vont très probablement intégrer dans leur stock génétique des hommes mechtoïdes de Mechta el-Arbi, ce qui va expliquer également en partie le fait qu'il y ait des différences morphotypiques parmi ces populations berbères actuelles. Cet homme de Mechta el-Arbi est assez proche de l'homme de Cro-Magnon. Voilà. Mais nous sommes à des périodes qui intéressent tout à fait l'histoire de l'Europe. Alors, donc, ces Berbères ne sont pas des Européens. Ce ne sont pas des Indo-Européens, et ce sont des Afrasiens. C'est pour cela qu'il y a des apparentements, au point de vue linguistique, entre le sémitique et le berbère. Disons que les berbères et les langues berbères et les diverses langues sémites ont des ancêtres communs. Les uns ne descendent pas des autres, mais ils partagent en commun une matrice qui éclate il y a environ 20 000 ans. Ceci est tout à fait important, et ceci, si vous le voulez, est le résultat le plus actuel des recherches qui sont menées sur la question. Et quelle relation établit-on entre ces premiers berbères et les néolithiques sahariens que l'on connaît bien à travers les découvertes d'Henri Lotte, les frères de Silice? Là, nous y sommes. Alors, comment les connaissons-nous, ces ancêtres des berbères? Comment les connaissons-nous, ces proto-berbères? Eh bien, nous les connaissons par trois types de sources. D'abord, les sources archéologiques, j'en ai parlé. Le Capsien, la civilisation capsienne, 10 000 ans, à peu près. On date le Capsien en Afrique du Nord d'il y a environ 10 000 ans. L'on connaît ces berbères par l'archéologie linguistique. Je vous ai dit que l'on date d'environ 9 000 ans, donc la même date, même période, l'émergence de ces langues proto-berbères en Afrique du Nord. Donc nous avons un parallélisme tout à fait frappant entre les découvertes archéologiques et les découvertes linguistiques. Et troisième source, l'étude des peintures sahariennes. Les peintures sahariennes qui sont au nombre de dizaines de milliers. Laissons de côté les gravures. Les gravures sont fort intéressantes également, mais l'étude des gravures demande tout de même une spécialisation qui n'est pas à la portée du profane et du néophyte. Mais observer une peinture, rien n'est plus simple. Or, les peintures sahariennes ont ceci de fabuleux, qu'elles nous montrent bien quelle est la limite raciale entre les populations blanches et les populations noires dans le Sahara. Même si cette limite a varié, des territoires furent à prendre. Les uns reculèrent, les autres avancèrent, et vice-versa. Mais l'on peut dire que tout le nord et tout le Sahara central fut le domaine de ces berbères, qui se sont représentés sur ces peintures. Et ces peintures, qui sont datées pour les plus anciennes d'environ 7 000, 8 000 ans, représentent quoi? Elles représentent les morphotypes différents de ces populations berbères, avec des profils que l'on qualifie d'europoïdes, des traits non négroïdes, des cheveux longs, une figuration non pigmentée, la vie quotidienne. L'on voit vivre ces populations, l'on retrouve les tissus sur ces peintures, l'on retrouve l'origine des tissus berbères avec ces aspects géométriques. L'on voit que sur 10 000 ans, les formes artistiques qui vont se retrouver plus tard dans les tissus n'ont pas changé. Ces aspects figuratifs géométriques berbères qui aujourd'hui font l'originalité, ces sigles de la langue berbère, des langues berbères, se retrouvent déjà à l'époque. L'on voit la vie quotidienne, comment vivaient ces villages d'éleveurs, comment se faisait la transhumance, la coiffure. Dans le numéro de l'Afrique réelle qui sort la semaine prochaine, je publie des photos de ces peintures rupestres qui datent d'il y a 8000 ans, avec les coiffures des femmes de l'époque, et je donne sur la page en face de ces photos, je donne des photos de femmes de tribus berbères du Haut-Atlas avec les mêmes coiffures 8000 ans plus tard. Donc nous sommes là dans un monde tout à fait intéressant, dans une permanence historique, et nous sommes là dans un monde qui est tout à fait original, et qui est un monde qui a été occulté par l'islamisation dans une très large mesure, et qui est un monde qui cherche à renaître, mais qui ne pourra pas renaître
comme il a existé, parce qu'il a profondément été perturbé par l'histoire, déjà par la conquête romaine, par la christianisation, et ensuite par l'islamisation. Alors justement, cette conquête romaine, que peut-on dire de l'Afrique romaine, de la Berbérie romaine? Alors, je ne parlerai pas de Berbérie romaine, parce que si l'on parle de Berbérie, l'on parle d'une partie de l'Afrique du Nord. Moi, je parlerai du monde de l'Afrique du Nord, s'étendant de la Libye jusqu'aux colonnes d'Hercule, c'est-à-dire jusqu'au détroit de Gibraltar. Bien, pour simplifier, disons que ces Berbères ont toujours été divisés. Nous avons un point commun entre les tribus gauloises et les tribus berbères, c'est cette division. Les Berbères n'arrivaient quasiment jamais à s'unir. Et il est frappant de voir que ces tribus berbères jalousent de leur indépendance, pas uniquement dans les zones montagnardes, mais également dans les zones de plaine, étaient en guerre les unes contre les autres, avec tout de même, dans la partie la plus septentrionale du monde berbère, c'est-à-dire dans ce qui est aujourd'hui le Maghreb, l'existence, depuis plusieurs siècles avant Jésus-Christ, de trois grands royaumes. Trois grands royaumes dont les limites varièrent, dont la permanence fut remise en question souvent, mais pour simplifier, trois grands royaumes qui se retrouvaient grosso modo sur les limites des actuels États du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Par exemple, à l'ouest. Grosso modo, sur ce qu'est le Maroc aujourd'hui, ce que l'on appelait la Maurétanie. La frontière entre la Maurétanie et l'autre royaume dont nous allons parler, c'était le fleuve Moulouya, la Mouloucha des anciens. Donc frontière géographique tout à fait claire, qui a toujours été cette Moulouya, la frontière entre le royaume du Maroc et les territoires situés plus à l'est. Immédiatement à l'est de la Maurétanie, donc sur ce qui est aujourd'hui la partie de l'Oranie et de l'Algérois, le royaume des Macéciles. Et plus à l'est, sur ce qui est le Constantinois et la partie occidentale de l'actuelle Tunisie, le royaume des Massiles. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, l'union par la force du royaume macécile et du royaume massile, donc l'union par la force de l'Oranie actuelle, l'Algérois actuel, du Constantinois et d'une partie de la Tunisie actuelle, donne naissance au royaume de Numidie. Et ces royaumes berbères vont être profondément perturbés par les guerres que vont se livrer Rome et Carthage. Vous savez que Rome et Carthage vont se livrer trois grandes guerres, les guerres puniques au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Rome, puissance continentale, va lancer un défi à Carthage, puissance maritime, et Rome, puissance continentale, va battre Carthage, puissance maritime, avant de se projeter en terre d'Afrique et d'écraser les Carthaginois en terre d'Afrique. Mais les Berbères participent à ces guerres. L'essentiel des Berbères se trouve allié des Romains, tandis que les Carthaginois ont un allié berbère, qui est le royaume des Macéciles. Et les Carthaginois, pour récompenser les Macéciles, permettent aux Macéciles de s'étendre aux dépens des Massiles. Or, le chef des Massiles, c'est Massinissa. Massinissa, le nom du gamin qui a été tué par les gendarmes en Kabylie il y a un mois. Vous voyez cette permanence à travers l'histoire du prénom, ce nom Massinissa, pur nom berbère que l'on retrouve aujourd'hui encore chez les Kabyles. Et Massinissa, et l'allié des Romains, va profiter bien sûr de la victoire romaine, et tout ceci fait que l'Afrique du Nord berbère est profondément divisée, car Rome va profiter des divisions berbères pour s'installer. Et Rome va romaniser. C'est évident de le dire, mais contrairement à ce que l'on a dit là encore, gardons-nous de ces images sulpiciennes de l'histoire de l'Afrique du Nord, qui sont des images qui appartiennent à une littérature désuète, dépassée, non scientifique. C'était une histoire qui était acceptée il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, nous savons scientifiquement que cette histoire est fausse. La romanisation de l'Afrique du Nord ne fut pas totale, loin de là. N'adoptons pas les positions extrémistes de Courtois qui disaient au début du siècle qu'il n'y eut pas de romanisation de l'Afrique du Nord, mais adoptons une vision scientifique tout à fait mesurée qui pourrait se résumer de la manière suivante. L'actuelle Tunisie fut quasi totalement romanisée, la partie orientale de l'Algérie aussi, toute la région du Constantinois, sans les Aurès qui restent un mode de résistance. De résistance et de guérilla permanent, quasi permanent.
les Aurès ne furent pas romanisés, à l'exception de quelques postes militaires. À partir de la région actuelle d'Oran, un no man's land et l'actuel Maroc, c'est-à-dire la Maurétanie tingitane, ne fut quasiment pas romanisée. La ville de Volubilis n'est pas une ville romaine, c'est une ville berbère qui était déjà une capitale, une résidence princière et royale berbère, que les Romains développèrent, amplifièrent, magnifièrent, mais Rome abandonne Volubilis dès le début du IIIe siècle, sous la dynastie des Sévères. Dès le début du IIIe siècle, Rome se replie sur le littoral, va garder sur l'Atlantique la région de Salé et de 2 ou 3 comptoirs, et va se replier au nord sur la région de Lixus et de Tanger. Pourquoi? Car Rome veut garantir le sud des Espagnes. La Maurétanie tingitane ne l'intéresse pas. Et là, un immense no man's land berbère, non romanisé, se maintient au sud de l'Empire romain et à l'ouest des zones romanisées de l'Afrique du Nord. Et ceci est fondamental, car il n'y eut pas de christianisation du monde berbère, de l'essentiel de l'Oranie, disons, jusqu'à l'Atlantique. Par exemple, au moment de la conquête arabe, nous en parlerons tout à l'heure, il y a 642 ou 647 évêchés dans toute l'Afrique du Nord. De la Libye jusqu'au Maroc, il y a près de 700 évêchés, ce qui donne une densité considérable d'implantation chrétienne. Eh bien, il n'y a que 2 évêchés dans ce qui est l'actuel Maroc. L'essentiel de ces évêchés se trouve en Libye actuelle, en Tunisie actuelle et dans l'est de l'Algérie actuelle. Toute la partie orientale du monde berbère demeure païenne. Le monde berbère de l'Afrique du Nord ouest n'est ni romanisé, ni christianisé, ce qui va avoir des influences tout à fait considérables dans la suite des événements. Alors cette romanisation est très inégale parce que les Romains vont quadriller la partie qu'ils occupent véritablement, et dans la partie qu'ils occupent véritablement, il ne faudrait pas croire que toute la population berbère devient une population romanisée, pas du tout. La romanisation va toucher essentiellement les populations urbaines. En revanche, la christianisation, qui va se faire essentiellement après la fin, ou dans la phase de grande décadence de l'Empire romain, va toucher les milieux ruraux. Ceci est tout à fait important, parce qu'il y eut une église berbère. Et cette église berbère va s'exercer, va se développer dans le monde rural. Donc, faisons bien attention de ne pas faire de contresens sur cette question. Alors cette église va être profondément divisée par toutes les hérésies que nous connaissons, les crises, le monde berbère chrétien nord-africain est un monde profondément traumatisé à la veille de la conquête arabo-musulmane, toutes les hérésies, l'invasion des Vandales, qui en fait ne concerne que la partie la plus orientale du Maghreb, car les Vandales ne font que passer dans le reste du Maghreb. Les Vandales qui sont acquis à l'hérésie arienne et qui vont profondément détruire tout le maillage catholique de l'actuelle Tunisie, et c'est eux qui vont achever de déromaniser cette partie de l'Afrique,